Oh, vous écoutez le podcast Apprendre le dessin avec Yo, ici présent, épisode numéro 3. Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chapeau de paille, chapeau de paille. Bienvenue sur le podcast Apprendre le dessin avec Yo, le podcast qui vous dévoile les secrets des plus grands artistes. Parce que le talent, ça s'apprend. Et merci guys d'écouter le podcast Apprendre le dessin, épisode 3, la revanche du site. Cet épisode est sponsorisé par Internet. Merci Internet de me donner cette possibilité de faire ce podcast. Merci à vous et donc allez tous sur Internet. On va commencer l'épisode par une citation. Alors la citation, voilà. Je préfère dessiner plutôt que parler. Ça va plus vite et ça laisse moins de place aux mensonges. C'est le Corbusier qui a dit ça. Et il veut dire que en fait, le dessin, c'est un langage avant tout, quoi. C'est un moyen de communiquer des idées. Ça me paraît fondamental et on va parler aujourd'hui avec mon invité qui est Nolwenn Roberts. Alors Nolwenn, elle est storyboardeuse. Elle a bossé 4 ans à Illumination MacGuff sur Mignon, Moche et Méchant 3. Et on va parler dans l'interview de son parcours qui est assez original, vous allez voir, et comment elle s'est retrouvée par hasard storyboardeuse à MacGuff. Nolwenn partage aussi pas mal de conseils sur le storyboard et sur le dessin en général. Donc je pense que vous allez apprendre pas mal de trucs. Moi j'ai adoré cette conversation, alors j'espère que vous allez prendre du plaisir à l'écouter. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin parce que Nolwenn a une grosse surprise pour nous. Je vous en dis pas plus, mais... Allez, c'est parti. Salut Nolwenn. Salut Johan. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super, je suis très content de t'interviewer, alors j'espère qu'on m'entend bien. On est chez toi, dans ton petit appartement, pas parisien mais pas loin. Presque. On s'est connus parce que tu as travaillé à MacGuff. Ouais. Pendant combien de temps? Pendant pas mal de temps. À peu près 4 ans. Ouais. Il me semble. Et donc, moi, je suis assez fan en fait de ce que tu fais. J'ai regardé sur ton blog et tout ça, donc j'ai voulu t'interviewer. Ah, c'est gentil. Et du coup, je pense que tu peux amener pas mal d'aide par rapport à ton expérience aux gens qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais commencer par nous raconter d'où tu viens? Tu vois, où t'es né et un peu ton enfance, quoi. Mon enfance. J'ai grandi en Bourgogne. Ouais. Dans une ancienne ferme dans laquelle je suis née aussi. Et en fait, je viens d'une famille qui était un peu hippie. Et donc avec plein d'amis à eux. Il y avait 5 couples et leurs enfants. Ils ont acheté une ferme et puis chaque grange, ils ont transformé ça en maison. Ils ont tout construit et j'ai grandi là. Ah, donc comme une communauté. Ouais, c'est ça. C'était une communauté. Puis c'est Génial. toujours... la plupart des familles sont encore là. Et puis les enfants, au total, on était 13. On revient pendant les fêtes ou alors quand il y a un mariage. C'est génial. Ouais. Et donc, oui, donc tes parents, tu m'as dit qu'ils étaient franco-américains? Ouais, ma mère ça. est française et mon Ouais. père est américain. D'accord. Mm. Et du coup, quand est-ce que tu es monté à Paris? Pour la première année de mes études, donc après le lycée, Ouais. T'as fait ton lycée là-bas? ouais, en Bourgogne. Ouais. Euh, T'avais fait déjà au lycée une branche Section, artistique? ouais. Une section artistique? Ouais. C'était la section art plastique Ouais. du lycée. Tu as toujours su que tu voulais être une artiste? Non. Ouais. Enfin, j'ai toujours dessiné parce que mon père dessine, Ouais. que ma sœur dessinait et que c'est dans la famille, ma grand-mère aussi. Ouais. Et donc, je savais pas que c'était quelque chose que je voulais faire comme métier, je savais même pas que c'était possible. Mais je me souviens qu'au collège, il y avait mon prof d'art plastique qui m'avait dit tu connaîtrais une école qui s'appelle Les Gobelins. Déjà? Ouais. Ouais. Donc c'était il y a 13 ans, Ouais. quelque chose comme ça. Et puis, donc on est allé faire les portes ouvertes des Gobelins avec mes parents. D'accord. Et là, ma mère m'a dit c'est génial, il faut que tu fasses ça. Moi, j'étais pas encore sûre, mais bon, c'était dans l'idée. Après, je suis allée au lycée, et là, j'ai pas fait art plastique tout de suite, j'ai fait histoire de l'art. Ouais. Et en histoire de l'art, je me suis dit que j'avais vraiment trop envie de dessiner, et en fait, on pouvait pas faire histoire de l'art et art plastique en même temps. Du coup, j'ai changé de section et j'ai fait art plastique. Ok. Et tu dessinais beaucoup du coup à cette époque-là? Ouais, Ouais. beaucoup, ouais. D'accord.
Tu dessinais quoi? Qu'est-ce que je dessinais? C'était sérieux ou c'est quelque chose c'est des dessins que tu faisais sur les bords de cahiers? Ouais, c'est ça. Non, c'était c'était ça? pour, voilà, pour faire rire les copains. Et Ouais. puis, je faisais des toutes petites BD avec un groupe d'amis. Mhm. Donc, ouais, c'était pas du tout. Je pensais pas soit en faire un métier. À ce moment-là, c'était plus pour m'amuser. Et ensuite, quand on m'a demandé vraiment de choisir ce que je voulais faire après, Mhm. c'est juste la seule chose que je voyais en fait qui était possible à faire, que j'avais envie. D'accord. Parce que j'avais pas du tout. Qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans le fait d'être artiste professionnellement? Je savais pas quoi faire d'autre. Quoi faire d'autre, c'est ça, Enfin, c'est non, par élimination. Non, même pas ça, c'est juste que c'était logique pour moi d'aller là-dedans. Ouais. Enfin, j'étais attirée par d'autres choses, mais je sais pas exactement pourquoi. Ça a été simplement le chemin qui me semblait Mhm. celui à suivre, et puis ça s'est passé comme ça. Donc à la suite du bac, t'as Une prépa, une prépa. à Paris. Donc À c'est Paris. là voilà, que je suis montée sur Paris. Ouais. Pour une prépa qui s'appelle la prépa Ourdé. Ouais. C'était en une année. D'accord. Et après ça, c'était donc pour préparer les concours des écoles comme les Gobelins. Donc t'avais toujours les Gobelins en ligne de mire? Ouais. Et t'avais Euh, aucune autre école ou c'était Gobelins ou rien ou c'était... Je connaissais pas les autres en fait. Tu connaissais pas Ouais. les autres, ouais. Et à la fin, tout au long de cette année-là, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont fait d'autres écoles et Mhm. ils m'en ont parlé. Et avec des amis, on a fait le concours de plusieurs écoles. Ouais. Donc il y avait Pivot à Nantes, l'MK à Angoulême, et puis aussi Montpellier, c'était Supinfocom. Supinfocom, ouais. Ouais. Il n'y avait pas Donc- encore l'atelier d'Aniane encore. Je sais plus, mais j'en ai pas entendu parler à ce moment-là. Mhm. Donc j'ai passé plusieurs concours. Et puis, j'ai quasiment tout raté, Ouais. sauf Supinfocom. Ah ouais. Ouais, j'ai raté l'MK, et puis donc j'étais vraiment triste parce que j'avais 2 bons amis qui allaient là-bas, et puis Ouais. qui étaient dans ma prépa. Et en fait, je devais aller à Supinfocom. Et c'est marrant parce que c'est un parcours un peu bizarre. À l'MK, donc, je savais qu'il y avait peut-être des gens qui partaient de la 3e année. Mhm. Et j'ai appelé le directeur de l'MK Mhm. pour lui dire que... Au téléphone. Ouais. Ouais. J'ai appelé l'MK, j'ai demandé Ouais, est-ce au que je culot. peux parler, voilà. Et puis, en fait, c'est un ami qui était dans la 3e année qui m'a dit ça, qui avait des places sans doute. Donc j'ai appelé le directeur, et puis je lui ai dit voilà que vraiment l'MK c'était ce que je voulais faire, que ça m'inspirait beaucoup, que je voulais pas faire Supinfocom, et que j'aurais bien voulu, mais c'était vraiment de la 3D alors que moi je voulais dessiner. Mhm. Et il m'a dit ah, tu voudrais faire l'MK plutôt que Supinfocom? Et écoute, il y a peut-être des places en 3e année. Donc il a re-regardé mon concours, et donc il m'a mise dans la 3e année, qui en fait à l'époque s'appelait l'EMC. Ouais. Parce qu'à l'MK c'était 2 ans de 2D, Ouais. et ensuite une année de 3D qui s'appelait l'EMC. Ouais. Et donc je pouvais espérer faire un peu de dessin là-bas aussi. Donc il m'a mis dans cette année-là, 3e année 3D de l'MK. Et c'était génial, enfin ça a été une année où vraiment là j'apprenais ce que je voulais apprendre, que c'était trop bien. C'est génial comment t'es rentrée dans Ouais, cette école. mais ça a toujours été comme ça, hein, tout ce que j'ai Frapper essayé aux de faire. portes, quoi, au culot, et Ouais, ça a marché. Puis en fait, à la fin de la 3e année, je suis retournée voir le directeur et je lui ai dit que je voulais vraiment faire du dessin, que j'aurais bien voulu rester, Mhm. et je voulais refaire le concours de première année. Il m'a dit ben non, enfin Pour refaire les 3 ans? ouais, parce Ouais. qu'en fait en première et en 2e année, ils ont eu de toute façon des ateliers que moi j'ai pas eu. Ouais. Donc c'est ça que je voulais, qui m'intéressait, c'était apprendre. Ouais. Et il m'a dit il y a des places en 3e année 2D. Donc j'ai fait 2 3e années en fait. D'accord. Une 3D et une 2D. Et au final, par rapport à ton diplôme, ça a eu quelle incidence? Du coup, j'ai eu 2 diplômes, Ah ouais. un 3D et un 2D en 2 ans, quoi. C'est génial. Ouais. Et parce qu'en fait, dès le début, t'as voulu faire de l'animation? Le début de... Bah, c'est-à-dire quand t'as voulu rentrer dans l'école, c'était pour faire de l'animation? Parce que Ouais, t'as commencé quand quand même pour même. faire de la 3D? Quand j'étais en prépa, Mhm. on avait un atelier avec un professeur qui nous avait proposé, c'était pas une prépa d'animation, mais ce professeur-là nous avait proposé de faire
un atelier dans un week-end d'animation. Alors, avec plusieurs personnes avec lesquelles on était vachement intéressés, on a fait ça et c'était trop bien. Et c'est là que je me suis dit, ah non, il faut que je fasse. Ouais. C'est pour ça que j'avais testé les écoles d'animation, effectivement. Je voulais faire de l'animation. Et puis, c'est ce moment-là où on s'est tous dit, mais c'est génial, c'est magique. C'est la magie. Les personnages, ils prennent vie. Enfin, c'est incroyable. Donc oui, à la base, c'était pour faire de l'animation. Et même quand je suis sortie de l'MK, je voulais faire de l'animation à la base. D'accord. Mais il n'y avait pas forcément beaucoup de place à ce moment-là, j'imagine. Ou... Alors comment t'as atterri storyboardeuse à MacGuff? Alors, c'est le même genre d'histoire. Donc après l'MK, je suis partie d'Angoulême parce que... j'ai fait un stage en layout 3D sur une série. Et puis le studio, c'était 2 minutes. Donc ils m'ont repris après pour un pilote en 3D. Donc là, j'ai fait de l'animation pendant 2 semaines. Et après, il n'y avait plus de prod. Du coup, je ne pouvais pas rester sur Angoulême. Je ne pouvais pas payer mon loyer. Enfin, mes parents ne pouvaient plus... Donc je suis rentrée chez mes parents. Et j'y ai passé environ 6 mois à faire de l'animation, essayer de peaufiner mon portfolio, faire des interviews, enfin des entretiens, ici et là. Et je trouvais rien. Je faisais les petits studios, hein. J'avais pas vraiment essayé encore MacGuff. Et à un moment donné, sur Paris, il y avait, tu sais, ce qu'on appelle le Bring Your Own Animation. Ouais. Donc je suis allée là. Tu connais pas? Non, je connais pas. C'est une sorte de rendez-vous en fait d'animateurs mensuels. Tous les 2e jeudis du mois, je crois, c'était à Bastille. Et alors, du coup, tu y allais avec ta bande démo? Alors j'y suis allée avec ma bande démo. Bon, il y avait normalement des gens qui sont là pour regarder ce que tu fais, te donner des conseils et tout ça. Donc c'est vraiment génial. Oui. Et à côté de ça, j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui on est devenus amis, qui était animateur aussi. Et à un moment donné, il m'a dit tiens, tu devrais appeler ce numéro-là. Appelle, demande Monsieur Bled. Et toi, tu sais. Oui. Donc j'appelle. Et puis, je demande à parler à Monsieur Bled et je tombe sur une secrétaire. Et j'étais pas vraiment sûre parce que tu sais, MacGuff, c'était bizarre. C'était un peu MacGuff Lean, MacGuff Illumination. C'était quelle année en fait? En quelle année? C'était en 2010, je crois. 2010? 2011. Donc c'est en 2011. Donc c'est juste après Moi chez Méchant, alors. Le premier. Ouais, c'est ça. Il était sorti déjà? C'était déjà le carton? Moi je l'avais vu à Annecy. Ok. Ouais. Ok. Donc oui, je tombe au téléphone sur cette secrétaire, je demande à parler à Monsieur Bled, sans savoir qui c'était, on m'avait juste dit demande-lui un job. Et puis du coup, j'attends et la secrétaire me dit il est en réunion, est-ce qu'on peut vous rappeler voilà. Mais je lui avais rien dit sur moi en fait, elle avait juste mon nom et mon numéro de téléphone. Et maintenant que je sais comment ça se passe à GAF, je me dis si ça se trouve, elle a juste marqué ça sur un post-it. En fait, 4 mois plus tard, quelqu'un m'a appelé et m'a demandé si j'avais une bande démo, si ça m'intéressait de bosser sur le prochain film de Pierre Coffin. Et c'était incroyable parce qu'ils savaient ni qui j'étais, ni que j'avais jamais rien fait, ni que je sortais de l'MK. Mais ils avaient forcément vu ton travail quelque part. Je sais pas. Ils ont tapé ton nom sur Google? Non, ils avaient mon nom sur un post-it. Et le mec m'a demandé mon portfolio, je l'ai envoyé, mon blog quoi. Et ils ont regardé mon blog et il m'a renvoyé un mail en me disant le réal est intéressé, est-ce que tu peux passer faire un entretien à MacGuff? Mais ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, je voulais faire de l'anime. Bah oui. Et c'était pas du tout venu dans la conversation. Sur mon blog, il y avait de l'anime, mais aussi d'autres dessins. Et alors, c'est marrant parce que j'étais tellement stressée, je pense, en lui envoyant le mail avec mon blog, qu'en bas, je me suis trompée de numéro de téléphone. Et donc, quand il a essayé de m'appeler, ça n'a pas marché. Ah mince. Donc, il m'a renvoyé un mail en me demandant vraiment pourquoi je répondais pas. Et... Donc, je vais passer un entretien là-bas, et là, je rencontre Pierre Coffin, qui me dit super, viens, je vais te présenter les storyboarders. Et je lui dis mais tu sais que j'ai jamais fait de storyboard de ma vie? Puis il me dit bon, c'est pas grave, tu vas apprendre. Et là, il se retourne, il me fait t'es marrante? C'est pour l'interrogation? Ouais, t'es marrante.
Et j'ai fait une petite blague. Il a rigolé. Mais oui. Bah, il est trop Forcément. sympa, de toute façon. Ouais, il est trop cool. Puis il m'a fait passer un petit test de storyboard juste pour voir si j'étais capable ou pas de tenir un truc sur les mignons, quoi, et de faire des gags et tout ça. Et puis ça l'a fait. J'ai Ouais. été embauchée. Ils m'ont appris. Ils m'ont tout appris. Parce que je savais pas du tout faire de board. Et c'est vraiment l'équipe de là-bas qui m'a appris tout ce que je sais, en fait. D'accord. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est des gars très 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 forts. Ouais. Et T'as travaillé avec qui alors? alors quand je suis arrivée, il y avait Marco Allard, Mhm. Habib Louati, Zébé, donc Christophe Lourdelet. Il y avait Didier Akoun, Fabrice Le Joubert. Et puis je crois que c'est tout. Mais alors, Et Justine Bonnard qui arrive un petit peu après moi. ouais. Et Sur Moi chez Méchant 2. sur Les Mignons. Ah, c'était déjà Les Mignons? Ouais. Moi chez Méchant 2, c'était à la moitié à peu près. Ils avaient déjà commencé et tout? Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Et du coup, t'arrives, donc ils t'ont appris. Alors, bah, qu'est-ce que t'as appris en fait? Tout. C'est La vie. Ouais, la vie, quoi. La vie, MacGuff. Décris un peu peut-être ton. Bah, qu'est-ce que c'est en fait que le boulot de storyboard? Alors le boulot de storyboard, la première chose qu'on m'a dite quand je suis arrivée, c'était, c'est Didier qui m'a dit ça, que le storyboard, c'est un peu le laboratoire Ouais. du studio. C'est-à-dire que c'est là qu'on teste en fait si les scènes fonctionnent ou pas. Enfin, c'est aussi évidemment à l'édit, mais il y a beaucoup de travail au storyboard, de recherche en fait. Mhm. Et c'était l'une des premières choses que j'ai apprises, et c'est vraiment ça en fait, parce que la plupart des séquences, donc on a une feuille de script, et on essaie de faire à peu près en dessin ce qu'on voit décrit sur le script, mais la plupart du temps, il n'y a pas tout quoi sur le script. De toute façon, il n'y a pas forcément la caméra, il n'y a pas forcément tout l'acting du personnage, ni tout le dialogue. Enfin, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas à Gov, je sais qu'on suit pas forcément le scénario tout le temps. Surtout quand le réalisateur te donne le scénario en disant bon, ça c'est ce qui a été validé par le producteur, mais on va essayer aussi autre chose. Donc on fait plein de versions différentes, et puis on teste, et puis on mélange nos séquences. Donc c'est vraiment un laboratoire Pour améliorer finalement pour faire le meilleur film. voilà, pour faire Voilà. la scène qu'on vous donne écrite, vous cherchez à l'améliorer par le storyboard. Ouais, l'améliorer, et puis même des fois, ça arrive assez souvent, certainement en fin de production, on n'a plus de script en fait, c'est juste les réalisateurs qui voient le film et ils disent ah non mais là il faut rajouter ça ou Oui. alors enlever ça, et donc ils viennent directement nous voir et nous pitcher l'idée, j'imagine comme en animation. Je sais pas Ouais. si- Bah, il y a Ouais. il y a une construction un peu empirique en fait des films à Absolument. MacGuff. Ouais, Donc, mais c'est bien parce que du coup, évidemment c'est un peu chaotique, mais en même temps c'est organique quoi, donc ça fait un film qui est pas figé. c'est vrai. Qui prend vie au fur et à mesure en fait. Et Kyle, l'autre réalisateur, Kyle Balder. Kyle Balder, m'avait dit à un moment donné où il voulait me féliciter pour pour une séquence, l'une de mes premières séquences que j'avais faite, qui avait été validée. Et j'avais dit validé, validé. Et il m'a dit rien n'est validé jusqu'à ce que le film soit en Ça, salle quoi. ouais. Et c'est trop ça. C'est exactement ça, ouais. Mm. Donc finalement, une façon de travailler enfin, ça te convenait quoi. Ouais, Ouais. ouais. J'ai un peu regretté l'animation au début. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Ouais. Et j'avais dit à Pierre que je voulais faire de l'anime, il m'avait dit ben si tu veux, on te passe en anime, tu as fait un test quoi. Mhm. Et puis au final, j'ai quand même vraiment bien aimé le storyboard, j'adorais l'équipe, le fait d'être en petit comité, tu sais, on est une dizaine, Mhm. même pas, des fois Ah, on est ouais, moins ouais. que ça. Et vraiment, l'histoire de travailler sur le scénario, ça me plaisait beaucoup, de refaire du dessin, parce que l'animation ça aurait été en 3D. En 3D. Et donc ouais, au début, Et en fait, tu as une influence créatrice énorme sur le film. ben comme tous les départements, en fait. Tu trouves? Oui. Au même niveau. Je sais pas, parce que je vois que par exemple au Hardep, c'est la même histoire, quoi. On leur demande
trouve un truc marrant à mettre Ardep, sur le mur. c'est quoi? Le Art Department, Oui. le département art, Ouais. où ils font tous les décors et Ouais. puis les props et tout ça du film. Et je vois qu'ils doivent créer vraiment les décors à partir de... enfin, soit à partir de choses qui existent, des recherches du designer Éric Guillon par exemple, Ouais. soit à partir du board. Et nous, ce qu'on fait en board, alors ça dépend qui évidemment. Moi par exemple, je fais jamais des décors vraiment... Oui. sauf Fait- s'il y a besoin de quelque chose en particulier, mais sinon, c'est reste très très léger, simple, ouais. ouais. Et donc, au Hardep, ils doivent vraiment tout inventer. Ils créent beaucoup de choses, et c'est pareil, les réalisateurs viennent les voir, et puis leur balance des idées, et il y a un échange. Et nous, c'est la même chose, il y a toujours un échange, et d'idée en idée, ça peut aller quelque part où on n'imaginait pas du tout. Mhm. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est aussi le fait d'échanger aussi entre départements. Donc des fois, on peut aller voir les designers et puis on peut aller aussi voir les réalisateurs Ouais. directement. Puis du coup, j'ai bossé 3 mois au Hardep Ouais. avec Eric sur DM3. Et j'ai Eric. vu un peu Eric Guillon. Il était à Paris. Ouais, il revenait tout juste de Los Angeles. Ok. Et du coup, il y avait un autre designer avec lui. Ouais. Puis moi j'étais là en attendant que le board du prochain film commence. Donc j'ai passé 3 mois avec eux. Et j'ai vu comment ça se passait aussi, que oui, c'est beaucoup d'idées qu'on balance et c'est que ça en fait. Ouais. C'est vraiment, Jusqu'à ils ce sont que à ça la marche. recherche. Voilà, jusqu'à ce que ça marche, on fait, et puis on refait, et puis on refait, et puis on refait. D'où le fait de faire un dessin très jeté, être efficace Ouais. et simple et clair. Ouais. Ça c'est important, mais chaque storyboarder en fait a sa propre façon de voir les choses. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des storyboarders qui vont faire des trucs ils sont très fixés sur le scénario ou sur les gags, par exemple. Donc le dessin, c'est pas très important. Ou alors ils vont le faire très rapidement et effectivement c'est très rough. Mhm. Ou alors il y a aussi des storyboarders qui sont vraiment branchés dessin. Et là, ils font des trucs incroyables et aussi cinématographie. Donc c'est chacun son truc. Et ils poussent le dessin alors du coup. Ah ouais. Et ça leur prend pas plus de temps. Alors ça qui est le problème, c'est que effectivement ça prend beaucoup de temps et en plus, quand ta séquence est jetée à la poubelle, c'est beaucoup de travail pour c'est rien. beaucoup de travail pour rien. C'est pas pour rien parce que même quand tu fais une séquence où quand tu fais une séquence où tu sais que ça va pas être pris, au moins tu montres la direction qu'on va pas prendre. Donc ça fait aussi avancer le film. Donc c'est pas toujours pour rien. C'est pas pour rien. Mais Ouais. c'est vrai que ça va à la poubelle et que ça peut être frustrant, surtout quand on a bien léché le dessin et que Ouais. ça fait un peu chier des fois que ça parte. Et parfois, quand on regarde les animatiques, nous animateurs, on reçoit les animatiques Ouais. avant d'animer les personnages. Souvent aussi, une séquence va être faite par un storyboarder, Mhm. mais elle va être retravaillée par un autre Ouais. et par d'autres. Et du Ouais. coup, il y a des dessins d'autres qui vont s'intégrer au sein de la séquence. Ouais, des Parfois, fois, ça fait des choses un peu bizarres. Hein. Ouais, c'est vrai. Puis surtout, nous, à chaque fois qu'on voit ça, bon, c'est obligé pour le film parce que ça se passe à l'édit en fait. Mhm. C'est les monteurs qui voient un peu quoi va avec quoi. Mhm. Et après, c'est vrai que ça casse un peu les séquences qu'on peut essayer de faire. Comment dire Nous, on travaille aussi beaucoup les raccords. Mhm. Et effectivement, des fois, quand le monteur coupe la séquence avec C'est lui des qui panels de quelqu'un d'autre, ça casse les raccords. Ouais. Mais bon, c'est comme ça que ça se fait. Et puis, on finit par avoir l'habitude. dit. Ouais. Et au bout d'un moment, c'est vrai que l'animatique ressemble à un mixage de plein de styles Ouais. différents. On reconnaît pas forcément les mêmes personnages. Ouais. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe à chaque fois, quoi. Ouais. Et oui, c'est ce que tu dis, c'est un processus de création un peu chaotique et ça se ressent du coup quand on regarde l'animatique. Ouais. Mais une fois que du coup le film est terminé, on comprend la logique de tout ça, quoi. Ouais, c'est super marrant parce que quand je suis arrivée justement à MacGuff et que je me suis rendu compte de tout ça, Ouais. moi je pensais qu'en fait faire un film c'était hyper structuré, que tout était très cadré, qu'on faisait tout à la lettre et tout ça. Ouais. Et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment oh, on fait un film, allez, à la one again. Du coup, c'est. Et alors, du coup, tu me dis, t'as tout appris à Guff. Mais alors, qu'est-ce qui fait, selon toi, du coup, un bon storyboard, quoi Ou quelle qualité faut avoir pour être un bon storyboarder
Je sais pas. Je sais pas. Bah, je sais pas parce que, comme je te dis, chacun a ses forces Ouais. et ses faiblesses. Mais Et, tout le monde travaille pour le film. tout le monde travaille pour le film et je pense que le réalisateur, il sait à peu près, enfin il commence à connaître ses storyboarders Mhm. et il va pouvoir leur donner telle ou telle séquence en sachant par exemple que ça c'est une séquence de fight par exemple, donc il va la donner à quelqu'un qui fait très bien des séquences d'action. Mhm. Ou alors si c'est une séquence de dialogue et que ça doit être marrant, il va la donner à quelqu'un qui est très bon en gag. Mhm. Ou alors si c'est une séquence émotionnelle, il va la donner à quelqu'un qui gère ça aussi. Il connaît bien ses storyboarders. Après, on peut aussi demander à faire autre chose, mais pour être un bon storyboarder, je pense que faut avoir de bonnes bases en dessin, mais pas trop se prendre la tête sur le dessin, parce que sinon, effectivement, on va se prendre la tête sur des détails qui vont nous prendre du temps. Le but, c'est de faire un brouillon du film. C'est de voir ce qui va marcher et ce qui va pas marcher. Mhm. Et donc, c'est pas la peine d'avoir un dessin hyper léché. Mais par contre, c'est vrai que c'est bien de réfléchir à comment rendre intéressant une scène. Euh, Comment rendre intéressant un dialogue, comment rendre intéressant, ou alors comment faire un bon gag, qu'est-ce qui va faire rire, quel plan va faire rire, quel plan va être plus triste, etc. Il faut essayer plus de penser à la cinématographie, au déroulement de l'histoire, qu'au dessin, je pense. Même si évidemment il y a une grosse part de dessin aussi, parce qu'on dessine toute la journée. Enfin, Et je veux qu'il dire, faut aller vite. Donc on n'a pas il le faut temps de se aller vite. prendre, de poser des questions de comment je dessine cette main dans cet angle. Il faut, il faut aller Ouais, vite. ouais. Quoi. Et ça a été tout mon problème pendant les premières années où j'étais à GUF, où je me prenais vraiment la tête pour ça. Je voulais être à la hauteur de mes mentors, quoi. Et Ouais. je voulais vraiment que tout soit parfait, faire les plis des mains, les ongles, que tout... parce que eux ils font ça et ils sont très très forts. Hein. Mais Parce qu'ils arrivent à un certain niveau en fait où ils arrivent à être à la fois très rapides ouais. et très bons dans la qualité du dessin, c'est ça? Ouais. Mais il y a vraiment des gens exceptionnels à ma GUF. Et du coup, pendant longtemps, ça m'a, je pense, empêché de voir vraiment ce que c'était le board parce que je regardais trop le dessin. Et à un moment donné, j'ai vu les storyboards d'autres gens, pas de MacGuff, mais d'autres studios. Et puis, ça m'a frappé. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas le dessin l'important. Et maintenant, mes mains, ça ressemble à des moufles, quoi. C'est Ouais. pas important. Du moment qu'on comprend que c'est une main, Mhm. s'il n'y a pas les ongles dessus, c'est pas grave. Est-ce que tu trouves pas au final que ça fait justement peut-être de meilleurs dessins? Moi, je préfère. Ouais. Je sais, c'est pas ce que préfère tout le monde. Mais moi aussi je préfère en Ouais. fait. Ben, ce que j'aime bien dans le problème de... Enfin, est-ce que c'est mieux si c'est rough ou clean? Le clean, c'est super beau. Des fois, c'est tellement bien fait que t'as l'impression que c'est une machine qui l'a faite, cette image-là. Alors que... Le clean? Le clean, ouais. Alors j'ai Enfin, les cleans de La Belle au Bois dormant par exemple. ouais. C'est qui a fait une C'est journée une entière machine. pour le faire. Mais non, vraiment, j'ai l'impression que quand t'as un dessin trop clean, ça fait très robotique, alors que quand t'as des détails qui partent un peu dans tous les sens, ou alors que le trait est un peu vibrant, tu ressens la main de la personne qui l'a dessiné, donc tu sais que c'est vivant et qu'il y a quelqu'un qui l'a fait derrière. Donc moi, je préfère ça, évidemment. L'énergie. L'énergie, exactement. Mais c'est un grand débat, hein, parce qu'on en parle très souvent, justement, en storyboard, entre ceux qui vraiment mettent le point sur le dessin et ceux qui préfèrent justement pas trop perdre de temps dessus. Mais après, ça peut être aussi une sorte d'échappatoire si on sait pas trop faire quelque chose. On peaufine Ouais. on met des ongles sur les mains. Mais la qualité du dessin, au-delà de la compréhension de l'espace, de l'acting et de qui est quel personnage, ça s'arrête là en fait. On n'a pas besoin de plus. Quelle est la justification finalement de dessiner vraiment bien pour un storyboard? Alors pour ceux qui dessinent vraiment bien pour un storyboard, je pense que c'est juste qu'ils vraiment ils kiffent le dessin. C'est pour quoi. eux, C'est quoi. ouais, Mm. ils aiment bien. Souvent c'est des anciens animateurs. Mhm. Et donc, c'est que le dessin, l'animation leur manque. Et alors, non seulement le dessin est super beau et bien peaufiné et tout, mais en plus, c'est vraiment de l'anime, quoi. Il y a les pauses, il y a les in-between, il y a tout ce qu'il faut. T'as juste à faire suivant pour que ça fasse défiler les images et c'est de l'anime, quoi. Ouais. Et donc, je pense que c'est juste des animateurs qui non seulement sont habitués à travailler comme ça, mais qui en plus trouvent leur compte au storyboard C'est ça. qu'en faisant ça, en fait. Mm. Et que faire du dessin rough, ça leur plairait pas.
Ouais. C'est pour ça que c'est chacun son truc. D'accord. Et tu penses qu'il y a aussi des gens qui font de la BD parfois aussi? Et ils ont l'habitude aussi de... Board? Ouais, Bah ouais, ouais. ouais, clairement. Du coup, il y a enfin, souvent les gens qui sont pas initiés confondent un peu la BD et le board. Est-ce que tu vois des différences fondamentales entre les deux, toi? Entre la BD et le board, oui, Ouais. ouais, carrément. Tu peux nous dire un peu? Ben, au storyboard, c'est un peu. Je sais pas comment dire. La BD, c'est un médium vraiment en lui-même. Enfin, par exemple, la taille des cases vont raconter quelque chose. Mhm. En storyboard, c'est toujours la même taille, et tu vas devoir raconter les choses autrement. Donc c'est deux médiums différents, quoi. Et ça peut se ressembler parce qu'effectivement, c'est dans des cases, que des fois on écrit des choses dessus et tout ça. Mais au final, c'est pas complètement pareil. La BD, c'est un produit fini aussi. Voilà. C'est- Alors, ça, c'est autre chose aussi. C'est clair que la BD, t'es obligé de. Tu sais que quelqu'un va la voir telle qu'elle est. Le storyboard, et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que les gens voient pas forcément tes dessins. C'est pas. T'as pas le stress de l'animateur qui c'est ce qui va être à l'écran, donc il faut que ce soit super beau et tout. Et j'adore faire du storyboard parce que tu peux faire des trucs super moches. Du moment que ça raconte quelque chose, ça va passer. Alors qu'en BD, il faut que ce soit super clean. Ouais. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu ce problème-là parce que j'ai fait un tout petit peu de BD en 2011-2012 aussi, je crois. Mhm. En même temps que j'étais à Goff. On m'avait proposé de faire la BD des mignons. Alors on l'avait proposé à Zébé. Ouais. Zébé avait pas le temps. Et donc finalement, c'est marrant, mais j'étais dans la même pièce et puis du coup les gens Ouais. m'ont demandé. Ça se joue à pas grand-chose parfois. C'est souvent ça, c'est du timing. Ouais. Au bon endroit, au bon moment. Exactement. Et donc j'ai fait ça. Et ce qui était bien là par contre, c'est que j'avais un scénariste qui me faisait le découpage, donc j'avais pas non plus à y réfléchir. Mhm. Mais il fallait que les dessins soient hyper clean. Enfin, c'est ce qu'on me demandait parce que c'était pour Spirou et c'était le magazine qui demandait ça. Et ça m'a au début beaucoup stressée, mais après évidemment ça t'apprend à faire des choses, vraiment. Donc c'était chaud, mais c'était bien. D'accord. Et ça, tu penses que ça t'a aidé dans ton travail de storyboarder? Ouais. euh, je saurais pas trop comment expliquer pourquoi. Mhm. Enfin, peut-être que c'est parce que donc je clinais vachement, donc j'ai su faire des mignons beaucoup plus, Très bien, ouais. travaillés et rapides. Et ouais, ça m'a aidé juste pour le dessin, mais pas pour la cinématographie en tout cas. Et alors, en fait, sur ton blog, tu as écrit un post qui m'a vachement intéressé, où tu expliques comment, en fait, à un moment, tu as arrêté de dessiner euh, avec un objectif Mhm. et, et plutôt de prendre le dessin vraiment comme un plaisir Ah oui. en soi et en fait, comme objectif de progression pour toi-même et pas pour Ouais, quelqu'un d'autre, un public ou un portfolio ou que sais-je. oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as voulu dire en fait dans ce post? Bah, exactement ce que tu Oui, viens de dire, oui, merci. je te demande de Ouais, ouais. développer. Bah, en fait, c'est parce que c'est au moment où j'ai été prise à Goff Ouais. et que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait jusque-là en dessin, c'était pour des écoles, pour des portfolios, pour des jobs. Il y avait toujours un but, c'était de plaire à une autre personne, en fait, qu'à moi-même. Et j'imagine que c'est tout le monde pareil. Et du coup, ça, une fois que tu as le job dont tu as envie et que tu t'y plais et que tu commences à dessiner et t'évolues, euh, l'objectif c'est plus du tout c'est plus du tout pareil. Voilà. Non, en fait, c'est juste que enfin, j'ai essayé les cours de modèle vivant à McGuff Ouais. et c'est aussi là que je me suis rendu compte que je le faisais pas pour évoluer, je le faisais juste pour continuer à dessiner. Évidemment, tu as envie d'apprendre à savoir comment fonctionne l'anatomie et tout, mais même quand j'étais à l'ENCA, on avait des cours de modèle vivant et le but c'était vraiment de. Comme si je voulais avoir les meilleures notes à la fin du trimestre, ou alors
prouver au professeur que je pouvais le faire, etc. Là, à Gov, c'était juste dessiner pour se détendre, pour apprécier et vraiment comme quand tu dessines dans la rue ou que tu trouves quelqu'un d'intéressant, donc tu veux vraiment le dessiner parce qu'il est intéressant, pas parce que tu as envie d'évoluer en dessin, tu vois ce que je veux dire. Et là, tu Mhm. prends ton pied dans le dessin parce que t'as plus d'autre but que de prendre ton pied, en fait. Ouais. Du coup, l'aspect esthétique de tes dessins est devenu important, plus important. Alors que justement, dans ton travail de storyboard, en fait, de storyboardeuse, tu dessines vite pour raconter des histoires. Et donc il y a ce débat entre le fait de faire un beau dessin Ouais. pour lui-même, en fait, et puis le fait de faire un dessin purement informatif dans le Mhm. storyboard pour raconter quelque chose. Et souvent, mais c'est tout le temps en fait, que quand quelqu'un commence à cliner son dessin, on entend Ah, c'était mieux quand c'était rough quand même, hein. Ça arrive tout le temps, Tout ça. le temps. Tout le temps. Ouais. Et Le donc, premier jet, t'as la mais première finalement, du coup, tu as intention. quand même retrouvé un peu ce plaisir du dessin pour le dessin, quoi. Ouais, ouais, absolument, hein. Et pas Mais, pour mais plaire à même au quelqu'un, mais board. pas pour raconter quelque chose, pas pour juste le... Alors, si j'aime bien quand même raconter des trucs, parce que je trouve quand le dessin raconte rien, ça m'intéresse pas. Enfin, j'aime beaucoup aller sur des blogs où il y a de très beaux designs, des blogs de designers, et c'est super beau, et c'est très en volume, très bien dessiné, voilà. Mais moi, j'aime pas faire ça, parce que quand je fais un... Même si je le commence, le design, ou si je me dis, ah, je vais faire un design génial, et je commence, si c'est pas un personnage qui me raconte une histoire, ça va pas me plaire et je vais pas le continuer. Et donc j'ai quand même envie de raconter des choses, même si... Donc le dessin, il y a le plaisir de dessiner, mais il y a vraiment aussi le fait que c'est un outil pour raconter des histoires. C'est ça le but. Ça transparaît dans tout ton travail, en fait, je trouve. Ah bon? Bah, sur ton blog, en fait. Moi, j'ai fait un article sur le blog il y a pas longtemps. Le titre, c'était Dessiner, c'est raconter une histoire. Mais c'est trop ça. À chaque fois que je dessine un truc, j'essaie de... Avant, pas du tout, hein. Avant, c'était dans l'optique plaire à quelqu'un. Ah, on m'a dit que ça c'était bien, moi je continue par là, etc. Parce que je pensais que... Voilà. Et oui, effectivement, quand tu dois trouver un job, ben oui, tu dois plaire. Mais quand t'as ce qu'il te faut et que... quand tu reviens à la base, en fait, de pourquoi tu fais ce métier-là, et moi, dans tous les cas, c'est vraiment de pouvoir raconter des choses et faire rire les gens, les faire rêver. Comme nous, on a rigolé, et puis on a rêvé quand on était plus jeune en regardant des dessins, en lisant des BD, en regardant des dessins animés. C'est vraiment ça le plus important, en tout cas pour moi. On est d'accord. On est d'accord. On est Toi d'accord. aussi. Du coup, oui, quand tu regardais ces dessins animés et les dessins quand tu étais enfant, ça a été des influences pour toi, j'imagine. C'est qui tes artistes qui t'ont influencé le plus? Euh, ben, tout le monde. Tout le monde. Non, non, mais les influences, ben, comme beaucoup de gens, évidemment, j'ai regardé beaucoup de Disney, et puis Mhm. les Pixar. Et puis, enfin, les BD, ça a été, je sais pas, les Gastons. Franquin? Bah oui, Franquin. Ben oui. Beaucoup les Gastons, et puis, je sais plus exactement, vraiment un peu de tout, hein. Pour le coup, Franquin, c'est voilà, c'est un Ouais. posing qui raconte quelque chose. Mais c'est oui, ça. ouais. Si Franquin avait connu l'animation, enfin, je pense qu'il aurait été super bon animateur, quoi. Mhm. D'ailleurs, je suis même pas sûre. Non, il a pas. Il l'a pas fait, mais je crois qu'il y a eu un studio qui a essayé de faire une série il y a pas longtemps. À partir de. Oui, oui, oui. Et ils ont pas osé. C'est-à-dire que les dessins étaient tellement parfaits qu'ils ont pas osé en fait les refaire. Et du coup, ils ont pris les dessins de la Ouais, BD c'était en et ils ont pop-up. Ouais. voilà en marionnette. Ouais. Ils ont essayé de les faire. Bon, j'ai pas trop vu en fait ce que ça a donné, Ouais, je mais sais ça dit pas. bien que si tu veux, les dessins de Franquin étaient, enfin, il y avait pas besoin de les refaire en fait. Bah, il y a beaucoup de choses que j'aime et j'aime bien regarder toujours plein de choses différentes. Mhm. Et Aujourd'hui, t'as des artistes qui t'a. beaucoup d'artistes qui me plaisent. Après, Ouais. dire que c'est des inspirations, Non, probablement, parce que évidemment, quand tu regardes plein de trucs, c'est Ouais. toujours de l'inspiration. Mais je vais pas essayer de, de m'adapter à un style précis. Mes références, c'est plutôt des storyboarders maintenant. Donc, comme euh, alors, donc je te parlais d'une claque quand Ouais. j'avais vu le storyboard de
par exemple Bolem Bushiba. Mhm. Et tu as vu ses storyboards? Bah, je le connais. J'ai pas vu ses storyboards, mais c'est un animateur à la base, non? Oui, à Disney, À, ouais. à Pixar aussi. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah, mais je savais pas. Si, si. Bah, Il a je le été savais il pas. a beaucoup impressionné là-bas. Ça m'étonne pas. Donc, au début, je faisais beaucoup de storyboards très clean parce que je voulais copier mes mentors, enfin Mhm. les gens qui dessinaient très très bien à Guff. Et je voulais vraiment faire comme eux, je pensais que c'était ça le storyboard. Puis j'ai vu une séquence qu'a fait Bolem Bushiba, pas du tout pour ma Guff, mais quand j'ai vu ça, j'ai vu son... J'aime bien appeler ça le lâcher maîtrisé. Ouais. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a un dessin derrière vraiment qui se tient, qui est bien construit. Par contre, son trait, les traits se ferment pas, c'est un peu tremblotant. Et c'est hyper charmant, ça marche très très bien parce que le dessin suit. Et ça m'a donné envie de faire un peu, pas les mêmes dessins, mais le même principe, d'essayer de en même temps maîtriser et en même temps lâcher. Et c'est vachement agréable de faire ça. Ouais. Et donc il y a eu lui. Ouais. Et puis ensuite, il y a un autre storyboarder qui lui par contre a bossé pour ma Guff, qui s'appelle Guy Barelli. Ouais. Et j'ai vu ses séquences, et c'est des dessins ultra simples. Mais c'est un trait pas non plus fermé, vraiment comme comme des bonhommes bâtons. Des fois, il fait des bonhommes bâtons, mais il y a tellement d'histoire dans ce qu'il dessine. Je trouve ça génial, Mhm. mais c'est encore plus simple que Bolem. Ouais. Du coup, effectivement, lui, il a été aussi une grosse inspiration. Et puis, donc j'ai commencé à vraiment aller au plus simple. Et maintenant, à chaque fois, enfin, ça dépend si je fais une illustration, par exemple. J'ai envie que ce soit bien fait, super beau. Bah là, je vais essayer de le faire bien. Mhm. Mais la plupart du temps, oui, j'essaie d'aller au plus simple parce que je trouve que c'est ce qui raconte le mieux, quoi. La simplicité. Ok. Ouais. Et donc, tu as des inspirations? Est-ce que tu as des inspirations dans d'autres domaines que le dessin? Qui t'inspirent pour ton art graphique, en fait? Euh, Des cinéastes, des musiciens, des écrivains, hmm, des ouais, peintres même, après tout. absolument. Ben, il y a déjà, bon, je fais de la musique de temps en temps, donc j'écoute tout le temps de la musique quand je dessine aussi. Mhm. C'est une grande inspiration. C'est vrai que la musique, c'est vachement bien quand tu veux te plonger dans une histoire, dans une séquence où tu dois raconter quelque chose et que tu écoutes la bonne musique qui va avec, ça t'inspire, c'est sûr, quoi. Donc oui, effectivement, j'écoute... Alors ce que j'aime bien, c'est le blues, par exemple, parce que quand tu travailles... si t'écoutes de la musique un peu trop douce, ça peut t'endormir. Si t'écoutes de la musique un peu trop énergique, ça va te stresser un peu. Mais si t'écoutes du blues où c'est assez doux, mais il y a du rythme quand même, bah c'est parfait quoi. Ça te Ouais. détend et en même temps ça te garde en rythme. Ouais. Pour moi, c'est la musique parfaite. Ouais. Et à côté de ça, il y a bien sûr des bandes originales qui me plaisent beaucoup, que je réécoute surtout pour faire, par exemple, mon court-métrage. Mhm. J'aime beaucoup écouter la bande originale de un artiste qui s'appelle Jonzi Mhm. et qui a fait la musique du film We Bought a Zoo. On a acheté un zoo, je sais pas le titre en français, Ouais. mais en tout cas la musique est vraiment super belle et à chaque fois que je la mets, ça me donne envie de faire des histoires, c'est incroyable. D'accord. Ouais. Donc, Et vraiment, oui, donc tu fais des histoires. Donc, parle-nous un peu de ton gros projet là, de court-métrage. mon gros projet de court-métrage, Parce que ça fait longtemps que tu es dessus quand même. ouais, ça fait super longtemps. Ouais. Ouais. Ben c'est d'ailleurs les premiers dessins, ouais, c'est quand je suis arrivée à MacGuff, Mhm. parce que quand tu travailles, au bout d'un moment, c'est parce que tu fais des dessins, c'est ta passion, mais tu les fais pas pour toi, tu les fais parce que tu as un travail et que t'es là pour ça. Et donc, pour essayer de garder un peu la passion et puis de retrouver l'envie première Ouais. du dessin, euh, souvent bah, les gens font un projet à côté, Un side project. Ouais. un side project, et la plupart ils font des BD, des illustrations, Ou des projets de films. ou des projets de films, de courts-métrages. Et moi j'avais commencé simplement à dessiner des petites souris que je trouvais marrantes. Et j'ai un ami, Laurent Rossi, Ouais.
qui me posait des questions sur la petite souris que je dessinais. Il me disait alors qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle a un marteau dans les mains. Ouais. Puis au fur et à mesure qu'il me posait des questions, je me suis fait un peu des histoires seule sur la petite souris, puis je lui ai fait un habitat. Et puis je me suis dit bah, pourquoi pas faire un court-métrage. Mhm. En plus, Laurent m'avait dit si tu veux, je t'aide pour l'animation. Alors ça m'a beaucoup motivée. Et puis on a commencé tous les deux à bosser là-dessus. Il a fait quelques petites scènes de ma toute première animatique. Alors maintenant ça a bien changé, mais il a vraiment donné beaucoup de temps pour l'animation de ça. Et au fur et à mesure, je me suis dit au départ que je voulais le faire toute seule, mais c'est devenu évident au bout d'un moment que je pouvais pas. Mhm. Et pour pouvoir aller plus loin et peut-être prendre des gens qui pourraient m'aider sur le court-métrage, j'ai essayé de trouver un producteur. Donc je suis allée à Annecy et puis il y a des fois des rendez-vous qu'on peut avoir avec des producteurs juste pour leur présenter des projets. Donc j'ai présenté à plusieurs personnes. Et en fait, à un moment donné, au Café des Arts, j'ai rencontré un gars super cool. Il s'appelle Aurélien Prédal. Ouais. Et il a été super sympa. Et puis quand je lui ai montré les dessins de mon projet, il m'a dit qu'il avait une amie qui se lançait dans la production de courts-métrages, qui était à Annecy à ce moment-là. Et donc il lui a donné mon numéro, on s'est rencontrés. Et elle a été très vite branchée par le projet. Donc on a commencé à échanger. Et puis elle, c'était l'un de ses premiers projets en tant que productrice. Et moi, la première fois que j'essaie de réaliser quelque chose. Donc c'est toutes les deux un peu l'aventure. Et depuis ce moment-là, donc ça c'était il y a 1 an et demi à peu près. Et depuis ce moment-là, on travaille ensemble. Moi, je fais la version, enfin tout ce qui est graphique et toute l'histoire, etc. Et elle a fait des dossiers de demande d'aide. Mais il y a aussi un échange, c'est-à-dire que des fois, je peux aussi lui montrer ce que je fais. Et puis elle va me demander, elle va me poser des questions qui vont me faire penser à autre chose, par exemple si on comprend pas bien ce truc-là, etc. Donc on a aussi un échange, c'est pas juste sa partie, ma partie, même si on garde aussi ces rôles-là, c'est juste qu'on a un échange assez sympa du coup. Ok. Mm. Et du coup, tu peux nous raconter un peu l'histoire? Ouais, c'est l'histoire d'une petite souris qui rêve de s'envoler, de savoir en fait ce que ça fait comme sensation de voler avec des oiseaux. Et le but, c'est vraiment comment dire, c'est une toute petite souris qui est super fan des oiseaux et elle va travailler très très dur et très longtemps pour réaliser son projet, mais elle aura quand même ce qu'elle veut. Donc elle aura passé toute une année à travailler très dur pour quelques secondes de bonheur. Mhm. Et enfin, pour moi, c'est exactement ce qui se passe dans l'animation, c'est qu'on fait, c'est ça, c'est exactement tu passes 3 mois à faire 5 secondes d'animation. Enfin, donc voilà, c'est un peu... que les gens verront une fois aussi. Je pense souvent Ouais. à ça. Donc, non seulement c'est très court, En plus, ouais, mais souvent les gens verront ça une seule fois dans leur vie, et Ouais, alors que toi, tu auras passé des mois dessus. c'est ça. Mais oui, c'est une très belle analogie du métier de l'animation. Ouais, je me souviens que quand je faisais pas encore d'anime, j'avais vu un reportage, c'était dans le making-of de Étrange Noël de Monsieur Jack, où j'avais vu que un animateur parlait de 24 images secondes. Et j'ai halluciné, je me suis dit quoi? Il dessine 24 fois. Et puis après, je savais pas du tout qu'il y avait un décor derrière et un personnage devant. Je pensais qu'il redessinait le décor à chaque Ouais. fois, quoi, chaque frame. Et oui, je me rappelle vraiment du choc. La vache, je dessine tout ça. Mhm. Et maintenant, pour moi, c'est logique de faire ça parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on fait et que c'est ça qui donne la magie au final. Et c'est un plaisir. Pour moi, c'est un plaisir de passer autant de temps à faire quelque chose qui sera très court. Et peu de gens comprennent ça, à part ceux qui sont dans le métier. Mais c'est un plaisir, en fait, de se donner pour... c'est beau, c'est poétique, en fait. Ça me rappelle une amie qui m'a dit récemment que quelqu'un lui avait dit, en la regardant dessiner, dis non, t'es patiente, hein, parce qu'elle mettait du temps à dessiner. Ouais. Et elle n'avait pas compris au départ cette question de patience. Mhm.
Parce que pour elle, elle était pas patiente, c'était juste qu'elle aimait faire ça. Donc non, il n'y a pas vraiment de question de patience, c'est vraiment... ouais, effectivement, quand on aime passer du temps à faire ça et à peaufiner pour Faire les arriver choses bien. quelque part, ouais, faire les choses bien. Et du coup, en parlant de patience, ma dernière question, ça serait, est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui débutent dans le dessin ou qui sont pas forcément débutants, mais en tout cas qui veulent atteindre un niveau élevé, voire professionnel? Ouais. Mhm. Ben, en conseil, je pense que pour le dessin, c'est quand même important de, même si c'est un bonhomme bâton, euh, il y a quand même du travail pour essayer de raconter quelque chose. Et effectivement, il faut de la patience, parce que ça vient pas tout seul, et je pense pas non plus que le dessin soit inné, c'est vraiment, ça se travaille, tout le monde peut apprendre à dessiner, je pense. Il suffit de le faire très souvent, et les gens qui sont très très forts, ben, c'est juste qu'ils travaillent 8 heures par jour pendant 10 ans, forcément le talent vient à ce moment-là. En conseil, je pense que ce qui est pas mal pour dessiner, c'est déjà de trouver un artiste qu'on aime et de recopier. Et c'est pas un mal parce que c'est pas recopier pour ensuite revendre par derrière, c'est vraiment recopier pour apprendre. Mhm. Et Marco m'avait donné ce conseil-là et c'est très très bien, c'est d'avoir un carnet qu'on ne montre à personne en fait, où on recopie. On prend du Franquin, on prend des animateurs, du Milko ou Holly Johnson, ou des gens qui ont déjà le dessin d'acquis, qui ont déjà synthétisé en fait les mouvements, les attitudes, et de recopier, de passer des mois et des années à recopier, sans montrer ce carnet-là, sans le mettre sur internet ou alors essayer de le mettre dans son portfolio, c'est vraiment juste pour apprendre. Et au fur et à mesure, ça va venir. Ouais. Et donc, c'est le fait de le faire très souvent qui fait que ça reste. Et après, pour raconter des histoires, si on n'a pas d'idée et qu'on pense qu'on n'a pas d'imagination et qu'on est nul et qu'on n'a rien à faire là, c'est pas grave, parce que ça encore, ça s'apprend en fait. Ouais. C'est au fur et à mesure de penser gag, eh ben on va arriver à trouver des trucs drôles. Mais au départ, c'était pareil. Enfin, moi, quand je suis arrivée à MacGuff, j'avais aucune idée. On me demandait, mais trouve quelque chose. Souvent, je faisais la séquence qu'il y avait dans le script, en storyboard, et Pierre me disait, ouais, c'est vachement bien, mais c'est pas drôle, rajoute un gag. Alors à chaque fois, je me prenais la tête et je trouvais rien. Et au final, je demandais toujours aux collègues, eh, les gars, qu'est-ce que je peux faire? Et on me disait quoi faire. Et j'étais là, mais c'est génial, pourquoi j'y ai pas pensé et tout. Et je stressais vraiment à cause de ça, parce que je trouvais pas d'idée. Ouais. Et au bout de 4 ans, ben, on en fait tellement des trucs comme ça qu'on commence à piger en fait ce que le réalisateur veut, ce qui va lui plaire et ce qui va faire rire les autres. Ça s'apprend quoi. Et raconter des choses, ça s'apprend. Donc faut pas baisser les bras parce qu'on n'y arrive pas maintenant. Il faut juste y mettre du temps. Et, euh, et dernière chose aussi, je trouve qu'il serait importante, mais peut-être tu seras pas d'accord avec moi, Vas-y. vu parce que je trouve que au départ, je mettais la barre trop haut. Ouais. Et du coup, j'essayais d'atteindre des buts qui étaient vraiment trop hauts pour moi. Et je Comme me quand tu voulais faire du plantais. dessin très bien dessiné tout de suite sans storyboard. Exactement. Et donc, ben, je me plantais tout le temps et je perdais vraiment foi en ce que je pouvais faire parce que je me disais qu'au final, j'étais nulle. Et voilà, donc je mettais des objectifs trop éloignés de ce que je pouvais faire. Alors que si tu fais des objectifs plus petits, mais qui sont atteignables, Mhm. ben là, non seulement tu vas atteindre tes objectifs, mais en plus, tu vas être fier de toi et ce qui va te donner envie de continuer. Mhm. Alors que si tu tombes à un moment donné de ne pas avoir réussi un objectif super haut, tu vas avoir du mal à t'en remettre des fois parce que c'est difficile, parce que... mais c'est un piège parce que tu as envie d'aller vite et Mhm. d'être meilleur très vite et de de pouvoir tout faire tout de suite en fait. Mais je pense qu'il faut se donner des objectifs pas trop hauts pour pouvoir évoluer. C'est super Étape par important. étape. Étape par étape. Et chaque objectif réussi te donne encore plus confiance en toi pour le prochain Exactement. objectif. Et du coup, tu Ouais. montes et tu arrives finalement à ton objectif Ouais. grand du départ. Ouais, je pense que c'est super important ça. Mm. Parce que sinon,
Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné Ouais, à cause de ça, je à pense. cause de ça. Mm. Ok, bah c'est super. Super. Je te remercie pour cette interview. Merci à toi. Et du coup, ton film, il sera disponible. Enfin, on pourra le voir quand? Ah, j'en ai aucune Aucune idée. idée? Parce que c'est déjà, je sais pas trop comment vont se passer les prochains mois. Ça dépendra si je suis toute seule, si j'ai de l'aide. Ok. Donc j'ai aucune idée cette année, j'espère. Bah écoute, on en parlera sur le blog. Ouais. Donc c'est super, merci beaucoup encore Merci à toi. et à très bientôt. Bon voilà, je vous avais pas menti sur cette interview passionnante de Nolwenn. Merci encore Nolwenn pour cette discussion, j'espère qu'on pourra remettre ça. Alors depuis l'interview, Nolwenn elle a fait un petit film qui s'appelle My Life on Mars, ma vie sur Mars, qui est pas encore visible parce qu'il fait la tournée des festivals, mais vous pouvez voir un teaser sur son Vimeo. Et sur Vimeo, vous pourrez aussi voir des extraits du court-métrage dont on parle dans l'interview, Le rêve de Sam. Il y a des tests d'anime et de rendu qui sont superbes. Pour voir le reste du travail de Nolwenn, vous pouvez aller sur son Tumblr, donc nolwenn-roberts.tumblr.com. Et là, vous trouverez votre bonheur. Maintenant, c'est le moment de la surprise. Donc, on va se calmer un petit peu. Nolwenn a plus d'une corde à son ukulélé et rien que pour vous, dans le podcast Apprendre le dessin, elle va nous interpréter la chanson Hero du groupe Family of the Year. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et puis maintenant, on ferme les yeux et on écoute. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. Just wanna fight with everyone else. You'll masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. While holding down a job to keep my girl around. Maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. We can whisper things, secrets from our American dream. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. Just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. Merci d'avoir écouté le podcast Apprendre le dessin avec Yo du blog apprendreledessin.com. That's all, folks.